À toutes et à tous, bonjour ou bonsoir selon les circonstances. J'ai eu l'honneur et la chance de rencontrer Christian Moncel à l'occasion d'une séance de lecture poétique à laquelle lui et moi assistions. Oui, le hasard fait parfois bien les choses, et ce fut en l'occurrence le cas lors de cette soirée. Christian Moncel est né en avril 1945. Dans son parcours de vie, il a été objecteur de conscience. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que cela signifie, l'objection de conscience était une alternative au service militaire du temps où, en France, ce dernier était obligatoire. L'objecteur de conscience effectuait alors un service civil à la place du service militaire. Cette alternative est de nos jours possible dans certains pays où le service militaire est toujours obligatoire, bien que cette posture puisse s'avérer complexe, voire périlleuse quant à son acceptation, notamment dans le cas où ces pays sont soumis à des régimes autoritaires, conservateurs, voire même avides de chair à canon. Pour en savoir plus, d'une part sur l'objection de conscience et d'autre part sur l'insoumission qui consiste à refuser service militaire et service civil, vous pouvez regarder le documentaire mémoriel disponible sur notre chaîne et dont voici le titre. Comme vous l'aurez compris, Christian est antimilitariste et également internationaliste. Depuis 1995, il est secrétaire de la Petite Revue de l'Indiscipline. Il est également auteur d'essais et de poésie. Afin de vous permettre de découvrir cette revue, l'esprit et la ligne éditoriale de cette dernière, ainsi que la biographie et l'œuvre de Christian Moncel, je vais lui donner de suite la parole. Je vous remercie pour votre attention. Depuis combien de temps la Petite Revue de l'Indiscipline existe-t-elle ? Depuis 1995. Cela fait maintenant 30 ans. Nous en sommes au numéro 269. Pourquoi ce titre donné à ta revue, la Petite Revue de l'Indiscipline ? Pour deux raisons. D'abord, nous sommes contre la guerre et pour l'objection de conscience. Dans ma jeunesse, on pouvait lire cette phrase dans le livret militaire distribué aux futurs soldats. La discipline étant la force principale des armées, tout subordonné doit à son supérieur une obéissance absolue et de tous les instants. À cette phrase, François Boron répond « L'indiscipline est la force principale de l'indisciplineur ». François Boron est l'auteur de Zweig, critique de Tolstoï, article dans lequel il défend Tolstoï et la non-violence contre Zweig. La seconde raison, c'est que nous ne concevons pas seulement l'indiscipline par rapport aux armées et aux guerres, mais aussi dans d'autres domaines. Nous prétendons essayer d'exercer l'indiscipline contre toutes les erreurs et tous les préjugés qui nous inondent de toutes parts et qui peuvent même, parfois, venir de nous-mêmes. Nous prenons le droit de ne pas toujours être entièrement d'accord avec quiconque et de penser indépendamment des idées reçues, d'où qu'elles viennent. Nous y reviendrons. Quelle est la place de l'intelligence dans la discipline ? Elle est très grande. Certes, il existe de multiples formes d'intelligence. Mais pour distinguer ce qui est préjugé, erreur ou sottise de quelque chose qui serait plus intelligent, il faut évidemment une certaine intelligence. La Petite Revue de l'Indiscipline se veut aussi, dans une certaine mesure, une revue de poésie. Quel rapport existe-t-il entre l'indiscipline et les poètes ? Très souvent, les poètes n'ont pas été des partisans de la guerre. Victor Hugo écrit par exemple « Un roi, c'est de la guerre, un dieu, c'est de la nuit ». Ou encore « Depuis 6000 ans, la guerre plaît au peuple querelleur, et Dieu perd son temps à faire des étoiles et des fleurs ».
De même, Rimbaud dit de la guerre, tandis qu'une folie épouvantable broie et fait de 100 milliers d'hommes un tas fumant. Dans une guerre, il y a des vainqueurs, des survivants et des victimes. Dans Les Corbeaux, Rimbaud songe aux victimes, à ceux qu'au fond du bois enchaînent, dans l'herbe d'où l'on ne peut fuir, la défaite sans avenir. Mais tous les poètes ne sont pas opposés à la guerre. Il est vrai qu'Apollinaire s'est écrié « Ah, que la guerre est jolie !» Le philosophe Alain a critiqué les passions guerrières. Toutefois, il s'est montré sceptique par rapport à l'opposition à la guerre. En parlant des femmes qui, en 1914, manifestaient contre la guerre, il remarque « Elles étaient bien 30. 30, c'est un début. Plutôt que d'accepter la prison où ses amis lui auraient apporté des oranges, Alain a préféré obéir aux lois et aux décisions de son pays tout en les critiquant à part soi. Pour sa défense, il dit « J'obéis, mais je ne respecte pas ». Pour nous, partisans de l'indiscipline, il convient au contraire de désobéir. Quant à respecter, faut-il respecter des erreurs? On peut respecter, certes, les humains qui sont victimes des erreurs, mais sans les suivre et sans leur obéir. Tu as mentionné tout à l'heure les préjugés. Quels préjugés as-tu spécialement repérés relativement à certains poètes? D'après nous, l'écrivain Paul Claudel a projeté sur l'œuvre de Rimbaud sa propre conversion au catholicisme. Rimbaud serait un mystique à l'état sauvage et Claudel aurait constaté un intime hymen de leurs deux esprits. Il s'agit apparemment d'un délire, du moins d'un délire partiel. Au contraire de Claudel, Rimbaud s'est déclaré, dans une saison en enfer, partisan de la science. Rien n'est vanité. À la science et en avant, crie l'ecclésiaste moderne, c'est-à-dire tout le monde. Tout le monde, mais plus loin dans une saison en enfer, Rimbaud reconnaît des arriérés de toutes sortes. Arriérés, parmi lesquels il faut peut-être compter Verlaine, qui nourrissait l'illusion de pouvoir convertir Rimbaud au catholicisme. Dans une saison en enfer, Rimbaud annonce, après la fin du christianisme, une ère nouvelle pour l'humanité. Elle ne finira donc point, écrit-il, cette goule, reine de millions d'âmes et de corps morts, et qui seront jugés. La civilisation chrétienne serait-elle destinée à se perpétuer jusqu'au jugement dernier? Plus haut, dans Matin, Rimbaud imagine une nouvelle ère dans laquelle les rois mages ne seraient pas Gaspard, Melchior et Balthazar, des rois venus d'Orient, mais toutes les facultés humaines, le cœur, l'âme, l'esprit. Autrement dit, le sexe, les sentiments et l'intelligence. Il associe à cette révolution une révolution politique, la fin des tyrans et des démons, et une révolution idéologique, la fin de la superstition, c'est-à-dire de la religion. À la place du Noël céleste qui chante « Hosanna au plus haut des cieux », Rimbaud propose un Noël terrestre. Du même désert à la même nuit, toujours mes yeux là se réveillent à l'étoile d'argent, toujours, sans que s'émeuvent les rois de la vie, les trois mages, le cœur, l'âme, l'esprit. Quand irons-nous, par-delà les grèves et les monts, saluer la naissance du travail nouveau, la sagesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la fin de la superstition,
adoré les premiers, Noël sur la terre. Mais ce n'est pas seulement au sujet de Rimbaud avec Claudel que tu n'es pas d'accord. En désaccord complet avec Claudel au sujet de Rimbaud, la petite revue de l'indiscipline n'est pas non plus très d'accord avec André Breton. Tu ne comprendras jamais Arthur Rimbaud, a écrit ce dernier. Et il compare Rimbaud aux Mayas. Mais les Mayas sont loin dans le temps et dans l'espace, alors que nous pouvons lire et relire les œuvres de Baudelaire et de Rimbaud. Pour ma part, j'estime être arrivé à comprendre ce dernier de mieux en mieux. Pourquoi, à propos de Baudelaire et de Rimbaud, la petite revue de l'indiscipline n'est-elle d'accord avec pratiquement personne? Le propre de la petite revue de l'indiscipline n'est pas d'être d'accord avec tout le monde. Pour nous, Rimbaud est le seul véritable disciple de Baudelaire et le seul qui l'ait vraiment compris. Mais, dans une saison en enfer, Rimbaud a renoncé à l'idéal baudelairien. Ce serait trop long à expliquer, mais nous avons publié un certain nombre de numéros sur la question. Verlaine, la destruction de l'enfer et Rimbaud. Arrêtons-nous ici un instant. Dans Crimen à Maurice, Verlaine avait présenté l'entreprise de Rimbaud comme un échec total. En 1926, on a publié une nouvelle version assez différente de ce poème, qu'on a appelé la copie de Rimbaud. C'est bien l'écriture de Rimbaud. Mais Rimbaud pouvait très bien remplacer certains vers et corriger le poème de Verlaine pour le rendre plus conforme à ses propres conceptions. C'est ce qu'il a fait, à notre avis. Dans cette prétendue copie de Rimbaud, la destruction de l'enfer n'est pas complète. Tout s'éteignit. Seul un rossignol chantait. Voilà qui semble assez grotesque. Ce rossignol ne serait-il pas Verlaine? Plus loin, nous lisons « Un petit bois agitait ses rameaux noirs ». Rimbaud semble se moquer ici encore du bois noir de Verlaine où, à l'écart du monde, le rossignol se trouve seul avec sa bien-aimée. Beaucoup d'autres vers, remplacés ou transformés par Rimbaud, font de sa version une satire que l'on peut juger très réussie. Dans la petite revue de l'indiscipline, tu ne t'es pas contenté de publier des essais sur les poètes, tu publies aussi des poèmes. Oui, mais puisqu'on vient de parler de Baudelaire et de Rimbaud, je précise que je ne prétends pas le moins du monde rivaliser avec ces très grands poètes, et que je ne vise qu'une place beaucoup plus modeste, comparable peut-être, à moins que je ne me trompe, à celle des poètes extérieurs à la revue dont nous avons publié quelques pièces. Voici quelques poèmes. Une nouvelle navette spatiale s'est désintégrée. 7 morts. La conquête de l'espace continue. Hiver à Lyon. À l'étalage extérieur du casino, les fruits couverts de neige. Au bout du chemin, le cimetière apparaît. De magnifiques tombes flambant neuves. Un village qui vit. Avantage du haïku sur toutes les autres formes de poésie. Un haïku, s'il n'est pas bon, peu de temps perdu à le lire, on pardonne à l'auteur. Suite de haïku. Trouverai-je une émeraude dans toute cette verroterie? Les petits poèmes que tu écris sont-ils vraiment toujours des haïkus? On a critiqué des poèmes que j'appelais haïkus, alors qu'en réalité ils n'en étaient pas,
car ils ne correspondaient pas aux règles admises. Je les ai donc appelés petits poèmes. J'ai aussi publié un avertissement à une suite de haïkus irréguliers. Le voici. Attention, haïkus irréguliers. C'est quoi ces bestioles? Voilà de vos haïkus à 3 pattes, dont l'une est plus longue que les 2 autres. Le dahu lui-même, animal irrégulier s'il en est, marche sur ses 4 pattes. Place au haïku double, à 6 pattes comme les mouches. Au haïku presque triple, à 8 pattes comme les araignées. Place au haïku éléphant, 4 pattes plus une trompe. Place au haïku à 2 ailes comme les oiseaux, à 4 ailes comme les libellules. L'irrégularité est dans la vie. L'irrégularité est dans les impressions. Pourquoi donc des haïkus réguliers? Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur l'indiscipline et sur le travail accompli par notre revuette, mais qui déborderait complètement cette courte présentation. Dans le temps qui nous reste, nous nous limiterons à quelques indications. Peux-tu citer quelques autres thèmes traités dans ta revue? Nous avons publié plusieurs numéros sur Fernando Pessoa. Et à partir de l'année 2009, nous avons surtout traité de la psychologie de la création littéraire et artistique et de Freud. Pour terminer, nous ne saurions mieux faire que de donner à entendre le déserteur de Boris Vian. L'intention était bonne, mais il s'est avéré que la cession des droits relatifs à la chanson Le Déserteur de Boris Vian était soumise à des honoraires élevés. Vous entendrez donc une courte citation du texte de cette chanson, suivie d'une mise en voix du poème intitulé Le Mal d'Arthur Rimbaud. Dans sa chanson, Boris Vian dit à propos de la guerre: Je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. Tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu, qu'écarlates ouverts, près du roi qui les raille, croulent les bataillons en masse dans le feu. Tandis qu'une folie épouvantable broie et fait de 100 milliers d'hommes un tas fumant. Pauvres morts, dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, nature, ô toi qui fis ces hommes saintement. Il est un Dieu qui rit aux nappes damassées des autels à l'encens, aux grands calices d'or, qui dans le bercement des hosannas s'endort, et se réveille quand des mères, ramassées dans l'angoisse, et pleurant sous leur vieux bonnet noir, lui donnent un gros sou, lié dans leur mouchoir. Je vais essayer de retracer l'itinéraire de ma vie qui m'a conduit à devenir secrétaire de la petite revue de l'indiscipline et jusqu'à mon âge actuel de 80 ans. Tout d'abord, l'objection de conscience. Dès mes dernières années de lycée, j'avais eu connaissance de l'action non violente pendant la guerre d'Algérie et de l'objection de conscience. Quand je fis part à mes parents de ma décision d'être objecteur, ceux-ci ne m'ont pas lâché d'une semelle pendant 3 jours, de 8 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir, pour tenter de me persuader que j'avais tort
avec des arguments que je jugeais très faibles. Par exemple, si tu veux la paix, prépare la guerre. Mais on avait toujours préparé la guerre et jamais obtenu durablement la paix. Au cours des derniers siècles, les guerres avaient été de plus en plus meurtrières. 1 million de morts au moins dans les guerres napoléoniennes, autant ou davantage en 1870, 7 ou 8 millions de morts pendant la guerre de 14-18 et plus de 50 millions dans la Seconde Guerre mondiale, avec, en supplément, les camps de concentration et la bombe atomique larguée sur les populations civiles d'Hiroshima et de Nagasaki. De toute manière, ma décision était prise et je ne comprenais absolument pas l'obstination et l'insistance de mes parents. J'étais sursitaire et quelques années plus tard, j'obtins le statut d'objecteur de conscience. À cette époque, les autorités avaient essayé de contrôler les objecteurs dans l'Office national des forêts en prétendant leur interdire, comme pour les soldats, le droit d'association et de réunion, ainsi que la lecture de certains livres et de certains journaux. Mais les dites autorités furent finalement obligées de reconnaître leur échec. Il suffisait désormais que chaque objecteur trouve une association qui accepte de l'employer. Le mouvement international de la réconciliation, fondé par des pasteurs protestants qui, en 1914, avaient été, en France, parmi les premiers objecteurs de conscience, comportait une section jeune. Une maison avait été achetée à la campagne, destinée à servir, pendant l'été, de lieu de session d'initiation à la paix et à la non-violence. C'est là que j'ai passé mes 2 ans de service civil en remplacement du service militaire. Nous étions peut-être 1 millier d'objecteurs par an en France, alors qu'en Allemagne, il y en avait environ 20 000 par trimestre. Peu à peu, je pris conscience qu'à l'absurdité des guerres se rajoutaient dans la société beaucoup d'autres absurdités, ou qui du moins me paraissaient telles. Parmi elles se trouvait l'énergie nucléaire. Certains défendaient l'énergie nucléaire dite civile, mais en oubliant ou cachant les liens de cette forme d'énergie avec le nucléaire militaire, et en négligeant le fait qu'une fois les centrales nucléaires civiles construites, il était possible de produire de l'énergie nucléaire militaire. D'autre part, l'énergie nucléaire ne présentait pas de garantie contre les accidents. On a pu le constater depuis lors pour Tchernobyl et Fukushima. En cas de guerre, les centrales nucléaires dites civiles pouvaient servir de cible. Le surgénérateur de Cray-Malville, merveille qui devait produire plus d'énergie nucléaire et plus de plutonium qu'elle n'en consommait, n'a jamais véritablement fonctionné. Et le projet, extrêmement dangereux en raison des quantités gigantesques de sodium et de plutonium en cause, a dû être abandonné. Les experts peuvent se tromper, et parfois très gravement. Il est donc nécessaire de s'opposer à leurs erreurs. Rappelons que la demi-vie du plutonium, produit qui n'existe pas dans la nature, mais a été fabriqué par l'homme, est de 14 000 ans, au bout desquels il a perdu la moitié de sa radioactivité et de sa nocivité, et ainsi de suite pour les millénaires suivants. Après mon service civil comme objecteur de conscience, j'ai milité pendant de nombreuses années, en particulier au comité Larzac et au comité Malville. D'ailleurs, je n'étais pas un très bon militant, mais j'aidais à faire nombre dans les manifestations.
Dans la première partie, j'ai mentionné l'indiscipline dans d'autres domaines que celui des armées et des guerres. Depuis l'âge de 12 ans environ, j'avais beaucoup lu, en particulier les poètes. Hugo, Chateaubriand, Chénier, Vigny, Lamartine, Ronsard, Molière, Racine, certaines pièces de Corneille et de Shakespeare, quelques nouvelles de Mérimée, des extraits de Flaubert et de Balzac, etc., etc. À 17 ans, alors que je ne connaissais encore de Rimbaud que ses premiers poèmes, la lecture des Illuminations fut pour moi une véritable révélation. Le génie éclatait à chaque ligne, voire plusieurs fois par ligne. À cette époque, je lus aussi Baudelaire, Verlaine et Mallarmé. Un an plus tard environ, se produisit en moi une sorte de crise intellectuelle. Je m'étais aperçu que, parfois, il m'arrivait, au cours de mes lectures, de comprendre autre chose que ce que l'auteur avait écrit. D'autre part, j'avais peu lu de romans in extenso et j'ignorais des pans entiers de la littérature. Je pris donc conscience de mon infériorité intellectuelle et je m'efforçais, dès lors, de développer et de perfectionner mon intelligence. Je me mis à l'école des grands écrivains et des meilleurs esprits. De l'âge de 18 ou 19 ans jusqu'à celui de 25, je passais une période difficile. Tout en sachant que je ne me suiciderais en aucun cas, l'envie du suicide s'imposait à moi de manière répétée. La relecture de Rimbaud, tous les 6 mois environ, finit par porter ses fruits. Et vers l'âge de 26 ou 27 ans, j'avais réussi à écrire Rimbaud ou l'avenir de la poésie, ainsi que Baudelaire, Les Poisons et L'Inconnu. À l'âge de 23 ans, alors que je relisais pour la 2e fois Les Paradis artificiels de Baudelaire, je compris la dédicace de cet ouvrage qui, jusqu'alors, m'avait seulement paru étrangement exaltée. Je la comprenais désormais dans toute sa complexité et sa précision. Elle présente un raisonnement caché qu'il convient de découvrir. La raison de la dédicace est que l'amour, ou que la femme aimée, est un paradis artificiel. Car, écrit Baudelaire, tout aussi bien que une drogue redoutable, l'être humain jouit de ce privilège de tirer des jouissances nouvelles et subtiles, même de la douleur, de la catastrophe et de la fatalité. Le poète passe de la raison de la dédicace à un livre quelconque. Qui ne comprend pas la dédicace des paradis artificiels ne comprendra pas ce livre, ni les fleurs du mal, autre livre si peu compris. Baudelaire avait été condamné en 1857 pour son recueil de poèmes. En 1860, dans la dédicace des paradis artificiels, il a exprimé avec encore plus de force le mal et la beauté du mal en termes précis, mais en voilant sa pensée pour échapper à la censure et à une seconde condamnation. Dans la lettre dite du voyant, Rimbaud affirme « Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu ». Il reprend les 2 sources principales d'inspiration énoncées par son maître, l'amour et les poisons excitants. Rimbaud dit de poète tel qu'il le conçoit. Toutes les formes d'amour, de souffrance, de folie. Il épuise en lui tous les poisons pour n'en garder que les quintessences. En 1972, j'envoyais mes 2 essais, Rimbaud ou l'avenir de la poésie et Baudelaire, Les Poisons et l'Inconnu, à Pierre Boujus, directeur de La Tour de Feu, une revue importante
qui avait publié en particulier un gros numéro, d'ailleurs remarqué, sur Antonin Artaud. Pierre Boujus me répondit que mon petit essai sur Rimbaud permettait une vision nouvelle de ce poète, par-delà toutes les déformations qu'on lui avait fait subir depuis 50 ans. Il croyait le préférer à mon Baudelaire. J'avoue que je n'ai pas su répondre à Pierre Boujus quelque chose de sensé. Je ne lui écrivis pas que j'étais très heureux de son appréciation et que je l'en remerciais chaleureusement, bien que j'estimasse que la déformation avait commencé avec Verlaine, il y avait un siècle, et que j'attribuasse une grande importance au moins au premier chapitre de mon Baudelaire relatif à la dédicace des paradis artificiels, même si le reste de l'essai pouvait être plus contestable. Mais je répondis à Boujus de manière peu réfléchie, c'est-à-dire une lettre non diplomatique. Ce fut le jour où j'ai gâché ma carrière, car j'aurais pu bénéficier de l'aide et du soutien de Boujus et entrer, moyennant quelques petits compromis, dans le milieu des poètes de la Tour de Feu. Bien sûr, je n'ai pas gâché ma carrière seulement ce jour-là, mais aussi, dans une moindre mesure, à d'innombrables autres occasions. Bien que j'ai gâché ma carrière, j'estime tout de même n'avoir pas gâché ma vie, car je pense avoir finalement réussi à penser et à écrire de mieux en mieux. Ne pas réussir à m'entendre avec Pierre Boujus fut donc la plus grosse erreur de mon existence. Faute de temps, je passe sur quelques épisodes. Presque tout le monde s'est embrouillé avec moi, en partie par ma faute. Je persistais néanmoins et j'écrivis et publiai Rimbaud et les formes monstrueuses de l'amour en 1980. Je m'occupais aussi de mes autres œuvres et de composer des poèmes en prose. Mis à part le premier chapitre, mon Baudelaire, les poisons et l'inconnu comportait de très graves défauts. Je le reniais et, en 1993, après avoir relu et étudié Baudelaire plus à fond, je publiais Baudelaire et la réalité du mal. Comment j'ai inventé plusieurs auteurs, des hétéronymes, avant que je n'en connaisse le nom? Comment j'ai découvert Fernando Pessoa, que je considère comme un de mes maîtres? Comment j'ai fini par lire les œuvres complètes de Verlaine et ai réussi à y dénicher une version d'un de ses poèmes, Crimen Amoris, corrigé et remanié par Rimbaud? Comment ensuite je me suis intéressé à la question de Freud et la création artistique et littéraire, et à certains autres aspects de sa pensée. Tout cela déborde le temps prévu, mais sera traité dans un des numéros à paraître de la petite revue de l'indiscipline. Pourquoi est-ce que, comme Pessoa, tu écris sous le nom d'hétéronyme ou d'auteurs inventés? Pour ma part, j'écris dans différents genres. Dans chaque œuvre, je poursuis des buts différents, particuliers. Par exemple, la poésie est tout autre chose que des essais sur la pensée de Freud. Alors, pourquoi ne pas attribuer des œuvres différentes à des auteurs différents? C'est ce que nous avons tenté de faire, par exemple, dans notre numéro 33, Pessoa, l'indisciplineur. Bernard Flouret critique la confusion de l'œuvre et de l'auteur, alors que Michel Valtin se sert de Pessoa pour exposer une théorie de l'indiscipline. Que signifie, d'après toi, la formule célèbre de Rimbaud « Je est un autre » ? Pour Rimbaud, on n'a jamais bien jugé le romantisme. Selon lui, les romantiques prouvent bien que la chanson est si peu souvent l'œuvre
c'est-à-dire la pensée chantée et comprise du chanteur. Car je est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute. Il faut savoir distinguer le souffle de l'esprit d'une part, et d'autre part le clairon ou le violon, c'est-à-dire la personnalité ordinaire, non poétique. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle, dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit.